Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire proposé par Mano Médical et présenté par le docteur Tarek Bouzoura. Durant cette heure, le docteur Bouzoura, spécialiste en médecine interne des animaux de compagnie et diplômé de l'ECVIM, va vous exposer les indications, réalisations et interprétations de la trachéobronchoscopie chez les animaux de compagnie. Juste avant de lui céder la parole, je vous précise que vous pouvez poser toutes vos questions dans la zone dédiée. Nous y répondrons à l'issue de la présentation. Je vous invite également à l'issue de cette présentation, enfin si vous avez des questions en tout cas qui vous viennent à l'esprit à l'issue de cette formation, de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le petit questionnaire que vous recevrez dès la fin de ce webinaire. Nous y répondrons par email ou par téléphone, où nous pourrons également revenir dessus le 9 décembre prochain à l'occasion de notre 4e rendez-vous, toujours dédié à l'endoscopie, puisqu'en fait il s'agit d'une série de webinaires. Je vais vous montrer juste les thèmes qui vont ou qui ont été abordés, puisqu'on a parlé récemment entretien et bonne pratique de votre matériel, puis gastro-duodénoscopie. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour parler de trachéobronchoscopie et enfin, donc, le 9 décembre prochain, on se retrouve pour parler application en endoscopie rigide. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je pense que tout est clair pour vous tous. Bienvenue encore une fois et je vous passe la parole, Tarek. Et voilà, hop, c'est parti. Voilà, donc normalement vous avez la main. Merci. Donc là, on voit bien mon écran. Oui. Si je ne me trompe pas. Super. Eh ben, merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, le volet sur l'endoscopie respiratoire, un sujet très intéressant. On va reprendre les conditions dans lesquelles on va indiquer une procédure de ce type, revenir sur les modalités de réalisation et notamment les précautions à prendre avant de faire une endoscopie respiratoire aux animaux de compagnie. Et donc, tout d'abord, on va rappeler les grands principes. Donc, la trachéobronchoscopie, c'est un examen qui a pour objectif de visualiser à l'aide d'une caméra la lumière des voies respiratoires, donc depuis le larynx, l'oropharynx, la trachée et les bronches, ainsi que le revêtement, donc la muqueuse, et d'apprécier aussi les remaniements éventuels. C'est aussi une procédure qui nous permet de réaliser des prélèvements, principalement le lavage broncho-alvéolaire pour des analyses supplémentaires, et parfois des biopsies lorsqu'on met en évidence des masses ou des anomalies de la paroi. Et c'est aussi une procédure qui nous permet de réaliser certaines interventions, comme les retraits de corps étrangers, voire la dilatation de certaines sténoses, notamment les sténoses du nasopharynx. Quoi qu'il advienne, un peu comme pour l'endoscopie digestive et de manière générale, ces procédures sont mini-invasives et elles sont en général réputées élégantes pour les propriétaires parce que c'est assez simple pour eux de ne pas envisager une ouverture chirurgicale pour des procédures plus lourdes. En termes d'équipement, il est important chez les animaux de compagnie de savoir que les voies respiratoires sont de petits calibres en règle générale, notamment les voies respiratoires plus profondes. Et le diamètre de l'endoscope destiné aux animaux de compagnie est en général compris entre 5 et 11 mm, parce que 11 mm, ça devient un seuil critique au-delà duquel les animaux de petits gabarits ne pourront pas recevoir des examens de très bonne qualité parce qu'on n'arrivera pas à aller trop profondément dans les voies respiratoires. Parfois même, on ne passera pas le carrefour laryngé. La longueur est en général comprise entre 60 et 90 cm. C'est ce qu'il faut notamment sur les grands chiens, 90 cm, pour explorer l'extrémité des voies respiratoires. En termes de prélèvements, ils peuvent être réalisés notamment parce qu'on utilise un endoscope courbe. La courbure, comme pour l'endoscopie digestive, doit être de 180 degrés dans un plan. Et ensuite, dans les 3 autres plans, elle est en général de 90 degrés, ce qui permet, avec les mouvements de poignet de l'opérateur qui tient la manette d'action, de pouvoir explorer l'ensemble des directions de l'arbre respiratoire.
La colonne avec son écran et la capture vidéo est aussi indispensable. Et on se rappelle toujours que sur la manette d'intervention, il existera des molettes directionnelles encadrées en jaune, les valves d'aspiration et d'irrigation, et enfin le canal opérateur qui nous permet de réaliser notamment les biopsies ou le retrait de corps étrangers. Tous les équipements associés sont d'une aide importante, notamment les seringues qu'on prépara à l'avance avec le liquide, le fluide stérile dans l'objectif de réaliser un lavage broncho-alvéolaire, et nos solutés également. Et au sujet du nettoyage et de l'entretien de ce matériel, il est indispensable de surcroît dans les voies respiratoires. Premièrement, parce que le risque, c'est d'inoculer au patient N+1 un germe éventuellement ayant contaminé le matériel à l'endoscopie N, et également de cultiver en fait dans un lavage broncho-alvéolaire des bactéries qui ne sont absolument pas des bactéries provenant de l'arbre respiratoire, mais plutôt des bactéries qui ont colonisé l'endoscope en lui-même et qui vont fausser nos résultats. Alors tout d'abord, les indications vont être évoquées, la description de l'examen avec la stabilisation préalable du patient, le positionnement, l'abord des différentes zones avec de l'iconographie typique, et ensuite on évaluera l'iconographie atypique qui va nous faire réfléchir un petit peu sur ce qu'on visualise d'anormal dans l'arbre respiratoire. Les indications à la trachéobronchoscopie. Alors, les signes respiratoires dominants sont en règle générale des indications à la trachéobronchoscopie. Bien sûr, il faut les investiguer, notamment la dyspnée, la toux, le cornage et les sifflements, les internuements, donc le reverse sneezing, un peu plus communément, faisant référence à une atteinte du nasopharynx. Et quoi qu'il en soit, on va vite se mettre une base, c'est qu'on ne fera jamais d'endoscopie respiratoire, notamment des voies respiratoires profondes, sans avoir réalisé une radiographie thoracique préalablement. C'est un prérequis parce que la radiographie thoracique va nous confirmer qu'il est indiqué de faire notre examen. Ensuite, en termes de démarche, la dyspnée obstructive est une indication, notamment parce qu'elle fait atteinte à une atteinte des voies respiratoires supérieures, telles que le nasopharynx en cas de cornage, de larynx en cas de sifflement, et de la trachée ou des bronches. Donc, ce sont les voies respiratoires qu'on explore en règle générale à l'endoscopie. Les voies respiratoires supérieures peuvent être sujettes à une obstruction, donc soit une obstruction dynamique, telle que le collapsus dynamique des voies respiratoires supérieures, soit une obstruction statique par une masse ou par un corps étranger, une atteinte inflammatoire, notamment d'origine allergique, irritative ou traumatique, une atteinte infectieuse, notamment par les virus et bactéries de la trachéobronchite infectieuse, plus communément la toux de chenille, mais globalement, lors de toux de chenille, on n'a pas d'indication précise à aller faire cet examen. Et enfin, des sténoses innées ou acquises, le plus souvent acquises, soit parce qu'il y a eu un corps étranger, un retrait d'une masse, ou alors suite à un phénomène infectieux. La dyspnée obstructive est possiblement expiratoire lorsqu'elle est liée à une atteinte des voies respiratoires profondes, avec des causes qui sont assez similaires en termes de qualification et de systématisation, les obstructions dynamiques et fixes, les causes inflammatoires infectieuses, mais ici, elles vont pouvoir aussi être consécutives à une atteinte du parenchyme pulmonaire avec les causes œdémateuses, cardiogéniques ou non cardiogéniques. Et on va vite se rendre compte que lors d'une toux et d'une dyspnée, il est important d'exclure une atteinte cardiovasculaire avant d'aller à l'endoscopie, une hémorragie ou des contusions du parenchyme pulmonaire, et enfin, tous les autres types d'atteintes alvéolaires et interstitielles, telles que l'atelectasie, l'emphysème, la torsion de lobe ou la fibrose, en sachant que ces phénomènes-là sont plus rares et en règle générale n'indiquent pas l'endoscopie respiratoire. Et c'est là où la radiographie thoracique va être déterminante. Enfin, elle peut être mixte, la dyspnée, faisant atteinte en règle générale à l'espace interstitiel, pour des causes qui sont également similaires à toutes celles qu'on a déjà évoquées. Donc si on reprend, différents types de dyspnée vont nous faire envisager différents sites d'atteinte. Quoi qu'il en soit, l'examen radiographique va être indispensable et va nous confirmer l'indication à l'endoscopie. Et enfin, la dyspnée peut être restrictive et à ce moment-là, elle peut faire atteinte à une anomalie qui empêche le déploiement du parenchyme pulmonaire. Et le déploiement du parenchyme pulmonaire, s'il n'est pas optimal, est soit lié à une atteinte du parenchyme lui-même, donc toutes les causes alvéolo-interstitielles qu'on a déjà évoquées, ou des atteintes de tout ce qui va être localisé autour du parenchyme pulmonaire, telles que l'espace pleural avec un pneumothorax,
d'origine traumatique ou non. Un épanchement pleural, selon les différents types, transsudat, pauvre, riche en protéines ou exsudat, aseptique ou septique, ou du tissu, notamment des hernies diaphragmatiques, voire des masses dans le médiastin. Ça, c'est important de le rappeler parce que vous vous rendez compte qu'on cite tout un tas de causes qui n'impliquent pas, in fine, la réalisation d'un examen trachéobronchoscopique. Et dans les causes de dyspnée, il existe également tout un tas d'atteintes générales ou extra-respiratoires qui causent des perturbations de la courbe respiratoire et qui doivent être a fortiori investiguées, du surcroît chez des animaux de compagnie qu'on est susceptible d'anesthésier. Une anémie marquée, une hypo ou une hyperthermie marquée, une acidose métabolique, de la douleur, différents types d'atteintes neuromusculaires et des compressions abdominales par une organomégalie, une masse, qui entraîne une compression du diaphragme et une difficulté de déploiement du parenchyme pulmonaire en conséquence. Et si on ne fait pas cet effort, effectivement, on peut avoir peut-être une mauvaise surprise lors de l'examen endoscopique qui est de ne rien trouver, mais surtout d'avoir un chien ou un chat qui va se dégrader significativement. D'autres indications à la trachéobronchoscopie, de manière évidente, c'est la toux. Retenons qu'une toux forte est surtout une indication à la trachéobronchoscopie parce qu'elle fait souvent appel à une atteinte de l'appareil respiratoire supérieur, comme je le rappelle, nasopharynx, oropharynx, larynx, trachée, bronche. Alors que la toux faible est plutôt liée à une atteinte des alvéoles, de l'interstitium, voire de l'espace pleural. Et comme je l'ai dit avant, ça reste des atteintes qui normalement ne s'explorent pas à l'endoscopie puisque ces zones ne sont pas atteignables. Donc, petite parenthèse sur la toux, elle peut soit être non cardiogénique, soit cardiogénique, on le sait. On va se donner quelques indicateurs anamnéstiques qui vont nous permettre d'avoir des petites clés en termes de prise de décision et d'orientation de notre cas pour savoir s'il est candidat ou non à la trachéobronchoscopie. Une toux non cardiogénique, dans tous les cas, sera plutôt mise en évidence chez des chiens en bon état d'embonpoint. On voit sur cette photo, hein, ce sont des chiens qui vont souvent avoir une tendance au collapsus des voies respiratoires supérieures, hein, au collapsus trachéal, notamment en lien avec leur surpoids. Ce sont des chiens qui, à l'examen clinique, présentent souvent la préservation de la rythmie sinusale respiratoire physiologique, cette variation de fréquence cardiaque en lien avec le cycle respiratoire. Donc, cette arythmie, elle est à rechercher et à dépister, de surcroît si la fréquence cardiaque est habituelle par rapport au gabarit du chien, parce que sa présence nous fait d'emblée écarter l'hypothèse d'une insuffisance cardiaque ou d'une congestion débutante à l'origine de la toux. Souvent, donc, ils sont en surpoids et ils peuvent quand même présenter des souffles cardiaques, parce que souvent, ce sont des chiens qui sont d'âge moyen ou relativement âgés, qui peuvent avoir une maladie valvulaire dégénérative mitrale concomitante, mais non symptomatique. Et souvent, s'ils ont une dyspnée, elle est inspiratoire, parce qu'elle fait appel à une atteinte de l'appareil respiratoire supérieur, essentiellement le nasopharynx, le larynx et la trachée. Donc, retenir quand même ce grand tableau qui s'oppose au chien qui présente une toux cardiogénique. En règle générale, il a déjà une perte de la rythmie sinusale respiratoire physiologique et souvent une tachycardie associée. Il est plutôt maigre, ou en tout cas, il n'est pas en très bon état d'embonpoint. On parle de cachexie cardiaque parce que le cœur consomme de l'énergie. La toux peut être d'intensité variable parce que si on suit bien le raisonnement, il n'y a pas que les voies respiratoires supérieures qui sont collabées par le cœur, mais également le parenchyme pulmonaire qui commence à subir la congestion et l'œdème. Donc ce parenchyme, lorsqu'il est touché, est à l'origine d'une toux qui est plutôt faible. Et donc on se rend compte que l'indication à la trachéobronchoscopie n'est pas évidente ici. Et la dyspnée, si elle existe, est en général mixte parce qu'elle fait appel non seulement à une atteinte des voies respiratoires, mais également du parenchyme, voire de l'espace pleural. Donc ces deux oppositions sont intéressantes pour ne pas s'y méprendre et aller faire une endoscopie respiratoire à un chien qui a prioritairement une atteinte cardiovasculaire. Et enfin, d'autres causes d'exploration des voies respiratoires supérieures, ce sont les internements, beaucoup plus fréquents chez le chien, notamment en motif de consultation fréquente en urgence. Hein. Souvent, les propriétaires au téléphone vont nous décrire des crises d'étouffement. Hein, donc, c'est important aussi de sensibiliser les assistants et les assistantes au téléphone à la prise en charge et l'accompagnement des propriétaires parce que c'est très impressionnant, effectivement, le reverse sneezing. Et néanmoins, ça n'est pas mortelle dans l'urgence. Et surtout, cette atteinte du nasopharynx, elle peut être réversible. Elle mérite d'être explorée, certes, mais elle mérite aussi une stabilisation préalable. On peut avoir également des éternuements associés, une épistaxie si on a quelque chose de coincé dans le nasopharynx, et en fonction du type racial, les races brachycéphales sont plus souvent touchées, mais pas nécessairement les bulldogs ou les carlins, mais toutes ces races qui ont des museaux assez raccourcis avec des faciès un peu
un peu courts, tels que les Shih Tzu, les Lhasa Apso, parfois certains Spitz, Chihuahua et autres races apparentées. Il est important aussi de demander au propriétaire le mode d'installation, parce qu'un mode d'installation chronique évoquera plutôt une hypothèse inflammatoire, une hypothèse éventuellement tumorale, alors qu'un mode d'installation suraigu laissera suspecter l'hypothèse d'un corps étranger nécessitant une exploration assez rapide. Donc après, les autres causes, les causes d'internement, je vous les ai replacées, sont bon, les corps étrangers en phase suraiguë, les causes pariétales, les causes extraluminales, et ensuite obstruction dynamique, notamment le collapsus et le syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures, qui est vraiment un syndrome à part qu'on n'aura pas la possibilité de balayer en intégralité, qui mériterait de faire l'objet d'une évaluation ultérieure, puisque ce syndrome cumule la nécessité d'explorer les voies respiratoires et les voies digestives. Dans les causes inflammatoires infectieuses, on aura toutes les rhinites, notamment la rhinite aspergillaire, les rhinites immunitaires allergiques ou non spécifiques lymphoplasmocytaires et les affections de la cavité orale qui peuvent aussi se répercuter sur le nasopharynx, telles que les fistules oronasales, les fractures, les abcès ou les résorptions de racines dentaires et les ostéomyélites maxillaires. Donc en résumé, une toux forte associée à une dyspnée à caractère obstructif indique l'exploration des voies respiratoires supérieures. On va explorer ici les causes d'obstruction fixes et dynamiques, et éventuellement les causes inflammatoires, donc le lavage broncho-alvéolaire va être indispensable. Les signes nasopharyngés peuvent également être une indication à l'exploration endoscopique, sachant qu'il faudra, quoi qu'il en soit, dans ces deux situations, exclure une atteinte autre que pulmonaire, notamment les atteintes cardiovasculaires en urgence, parce qu'on endormira l'animal sous anesthésie générale et que ça peut être dangereux. Quoi qu'il en soit, les atteintes présumées parenchymateuses profondes médiastinales ou pleurales, donc à l'issue de notre anamnèse, de nos considérations cliniques et de notre radiographie thoracique, ne sont normalement pas des indications à l'exploration endoscopique. Donc là, je vous mets quelques radiographies thoraciques où on va se rendre compte de la radio typique et de la radio qu'il ne faut pas considérer comme étant un candidat. Donc ici, on a un chat en projection latérale à radiographie thoracique qui cumule plusieurs types d'opacification. Alors, on voit une opacification interstitielle, un voile non structuré, avec quelques petites plages par contre qui ont tendance à se structurer, possiblement multifocalement, et une opacification bronchique discrète, mais en tout cas qui est présente. Ici, ce chat a une atteinte possiblement des bronches, donc des revêtements, ainsi que de son interstitium. Il est candidat à l'exploration trachéobronchoscopique et à la réalisation du lavage broncho-alvéolaire. Donc ici, ça reste quelque chose d'indispensable. Il en est de même ici pour ce chien. On a un chien qui a une toux forte, qui est présenté avec des difficultés respiratoires associées. On se rend compte sur sa projection latérale radiographique qu'il présente une opacification bronchique, qui est modeste, mais qui est quand même assez visualisable. L'interstitiel est très très discret, mais en tout cas, c'est un chien en bon état d'embonpoint. Et par contre, ce qui est une évidence, c'est qu'il a bien des signes de bronchomalacie, soit une surimposition de sa membrane trachéale dorsale sur la lumière trachéale, soit vraiment un collapsus dynamique des voies respiratoires supérieures qui pourrait expliquer sa toux. Et il est effectivement candidat à l'exploration endoscopique. À l'inverse, vous voyez ici une projection radiographique chez un chien qui présente plusieurs choses. Tout d'abord, un collapsus lobaire. On voit que ces champs pulmonaires ne sont localisés que dans la zone cododorsale. On devine quelques petites zones qui sont soit immergées, on pourrait avoir tendance à dire, soit infiltrées par quelque chose, parce qu'on visualise ce qu'on appelle des bronchogrammes aériques. Le trajet de ces bronches-là est visualisable. Et par contre, on a une très grosse zone d'opacité qui est soit une opacité liquidienne, soit une opacité tissulaire. Ici, ce chien a une atteinte de l'espace pleural, c'est une évidence. Et dans son espace pleural, il a soit des fluides, soit une infiltration par un tissu, notamment tumoral, soit éventuellement une atteinte de son espace diaphragmatique qui est à l'origine du passage d'organes abdominaux, de ses viscères, dans l'espace pleural. Et ici, il y a tout sauf indication à faire une trachéobronchoscopie, d'où l'intérêt de la radiographie thoracique. Encore une fois, une autre projection latérale avec une opacification interstitielle non structurée, donc un voile complet qui se localise sur l'ensemble du champ pulmonaire, une opacification bronchique qu'on visualise également à la bronche touche lobaire crâniale devant nous, les bronches caudales qu'on devine aussi également, chez un patient qui a visiblement une silhouette cardiaque et des structures vasculaires normales. Donc ici, on a une indication à la réalisation de l'examen endoscopique. Il en est de même sur cette radiographie, d'accord, à la différence que on voit aussi
ici une opacification tissulaire crâniennement au cœur qui doit nous faire suspecter l'existence d'une masse. Donc, avant d'aller à l'endoscopie pour expliquer la toux de ce chien, s'il a une toux forte, puisqu'on a quand même une dédensification bronchique, on doit réaliser un examen méticuleux de cette zone crâniennement au cœur qui pourrait être un thymome, un lymphome médiastinal, qui pourrait être une adénomégalie atypique et qui mérite d'être exploré, cytoponctionné en amont de l'endoscopie respiratoire. Donc, je vous ai mis voilà, quelques schémas, quelques cas typiques qui indiquent ou qui n'indiquent pas en première intention la trachéobronchoscopie. Maintenant, on va décrire l'examen. Donc déjà, tout comme pour la gastroduodénoscopie, la trachéobronchoscopie est un examen qui doit être planifié correctement, notamment indiqué de manière évidente. En fait, il faut juste vous dire que vous avez tous les arguments pour confirmer auprès du propriétaire que l'examen est indispensable et ces justifications-là font aussi partie du consentement éclairé. Il faut envisager une stabilisation préalable, c'est une évidence, et je dirais même qui est obligatoire. Quoi qu'il en soit, il faut vérifier que la saturation est bonne, donc en apportant de l'oxygène si besoin, et il faut exclure, je le répète, une atteinte cardiovasculaire. Idéalement, il faudrait mettre à jeun le patient de 12 heures, tout simplement pour éviter les vomissements périopératoires et les risques de bronchopneumonie par aspiration, qui sont de surcroît plus présents lors d'atteintes laryngées. Parce que le larynx n'est plus capable de jouer son rôle garantissant l'herméticité des voies respiratoires et donc permet le passage de vomissements à l'intérieur des voies respiratoires, créant ultimement une pneumonie chimique, puis une pneumonie infectieuse. L'eau est retirée également, idéalement 2 heures avant la réalisation de l'examen. Notre matériel doit être préparé. On a des pinces fonctionnelles et propres au cas où on envisage le retrait d'un corps étranger ou des biopsies. Le tube est bien entendu stérilisé, séché de manière adaptée, en sachant que tout ça a été décrit dans le premier webinaire qui était diffusé en juillet. On rappelle les différentes dimensions qu'on peut utiliser selon le gabarit du patient. On vérifie que les valves fonctionnent. On réalise la balance des blancs. Tout ça est à faire avant l'induction, parce qu'une fois que l'animal est induit, on perd du temps. Et le temps d'anesthésie est précieux ici. Le protocole anesthésique doit être adapté. On évitera pour les mêmes raisons que lors de la gastroduodénoscopie les molécules qui sont inductrices de vomissement, telles que la morphine et le fentanyl. On évitera aussi les anticholinergiques qui ont un effet sur un éventuel ileus. Et le protocole classique peut associer du butorphanol pour stabiliser la courbe respiratoire et sédater un peu le patient, du diazépam, hormis si on explore le larynx, et j'en parlerai après, avant qu'il y ait des questions sur ce thème, et du propofol par exemple ou de la kétamine en tant qu'induction, avec une intubation préalable si on doit stabiliser et préoxygéner le patient, sinon la réalisation de l'examen juste après. Donc l'intubation, comme je le disais, si on se rend compte que le patient respire vraiment très mal et désature. Les antivomitifs, pour les mêmes raisons que la gastroduodénoscopie, peuvent également être employés dans l'objectif justement d'éviter les vomissements périopératoires. Donc, je l'avais précisé, le diazépam, hormis si l'exploration laryngée est envisagée parce qu'on perturbe le fonctionnement neuromusculaire. Donc, cette fois-ci, le décubitus n'est pas le même. C'est un décubitus thermo-abdominal dans l'objectif de dégager les champs pulmonaires plutôt dorsaux et d'explorer bilatéralement les bronches souches crâniales et caudales gauche et droite. La procédure est codifiée. L'objectif est de passer par le carpo-oropharyngé, le larynx, la trachée, visualiser la carène, donc la bifurcation trachéobronchique, et ensuite d'explorer initialement les bronches souches lobaires caudales et si on peut, notamment chez les chiens de grand gabarit, les bronches souches crâniales. On utilise un padane pour garder les voies respiratoires ouvertes et pour éviter que l'endoscope ne soit mordu par le malade s'il se réveille ou s'il réagit durant le protocole d'endoscopie, sachant que chez le chat, pour les mêmes raisons que précédemment décrites, l'artère maxillaire, malheureusement, a une vascularisation très spécifique et une hypovascularisation liée à l'ouverture anormale de la mâchoire durant un temps prolongé peut être à l'origine d'une cécité. On place l'encolure en extension comme vous le voyez sur la photo. On étire la langue comme vous voyez sur la photo, mais idéalement dans un axe médian, c'est-à-dire entre les deux canines, dans l'objectif de dégager le larynx qui sera parfaitement droit. Et on peut réaliser une anesthésie locale, un peu comme lors d'une intubation, avec de la xylocaïne, pour passer plus facilement le carrefour laryngé. Donc voilà, lidocaïne. Donc la contention type droitier, c'est la même que pour la gastroduodénoscopie. La main droite qui va guider le tube, la main gauche sur la manette. Et idéalement, on prend un appui fixe sur la bordure de la table opératoire dans l'objectif de ne pas trop bouger et de pouvoir bien visualiser les différentes structures.
Donc, le positionnement dans la cavité orale, il faut déjà se plaquer sur la base de la langue de manière à visualiser les amygdales. Ça reste un des premiers points, notamment lors du syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures des races brachycéphales. Les amygdales participent à cette obstruction. Il faut être capable de savoir si elles sont hypertrophiées, externalisées de leur crypte ou pas, pour savoir si on doit les retirer. On va visualiser l'épiglotte, comme on le voit ici. Et donc, je vous montre la zone, lorsqu'on est implanté sur la langue, de visualisation des deux amygdales. Vous les voyez ici. Ici, elles sont normales. La muqueuse ne change pas de couleur. Il y a des cryptes qui les enroulent et elles sont bien internalisées à l'intérieur de leur crypte. On ne les voit finalement pas. On voit leur volume, mais on ne voit pas leur revêtement. Et on visualise l'épiglotte tout au fond avec le voile du palais, du voile du palais mou juste au-dessus. À l'inverse, vous voyez donc des cryptes qui sont externalisées de leur crypte, des amygdales externalisées de leur crypte. On voit bien que la crypte a été soulevée, il y a un petit bourrelet, et en fait, le tissu ressort, est très rouge et visualisable. Ça peut poser problème. Ce n'est pas morbide ici, mais chez les races brachycéphales, ça participe éventuellement à l'obstruction des voies respiratoires supérieures. On visualise le palais dur, on visualise le palais mou, ainsi que son voile, et éventuellement le plafond nasopharyngé. Donc là, sur cette photo, on a un peu avancé. On a commencé à se plaquer sur l'épiglotte. Donc vous voyez, je suis avec ma caméra à cet endroit-là. Je suis posé sur l'extrémité de l'épiglotte. J'ai donc dégagé le larynx devant moi. Au-dessus du larynx, je dégage le plafond du nasopharynx. Cette partie-là, si je décide d'aller plus haut ici, elle repart vers les couannes et vers l'extrémité caudale de la zone nasopharyngée. Et au-dessus également, le palais, donc l'extrémité du voile du palais mou, qui ici apparaît correctement positionné de manière habituelle, puisque la zone d'entrée du larynx, la rima glottis, est correctement dégagée et permet l'inspiration et l'expiration. Donc ça, c'est un schéma classique quand on est posé sur l'épiglotte, plafond du nasopharynx, voile du palais et le larynx en face de nous. Donc, le positionnement qu'on va adopter avec notre endoscope dans l'objectif de visualiser et d'appréhender le larynx, c'est le même que durant une intubation. En fait. Quand vous intubez, vous utilisez le laryngoscope pour abaisser éventuellement la base de la langue dans le but de dégager le larynx et vous allez apposer votre sonde endotrachéale sur la base du larynx dans l'objectif de passer le larynx. Et bien, votre endoscope, son extrémité va être implantée de la même manière, posée sur l'extrémité de l'épiglotte qui va être basculée un petit peu crânialement et ventralement de manière à dégager finalement le larynx. On visualisera plusieurs choses. La rima glottis, petit 1, c'est l'espace respiratoire, où l'air passe. Petit 2, l'empreinte des cordes vocales. Les ventricules laryngés, c'est cette zone qui peut être anormale durant l'examen. Petit 3, les processus cunéiformes. Et petit 4, les processus corniculés. Ces choses-là sont importantes à appréhender. Si je reviens sur la photographie précédente, on visualise effectivement l'empreinte des cordes vocales, les ventricules laryngés. On visualise les processus cunéiformes à gauche et à droite. On visualise les corniculés, autrement dit le plafond nasopharyngé, d'accord, et la rima glottis au milieu. Voilà. Donc je vous remets ça, sachant que de toute façon vous l'aurez à disposition et que cette nomenclature est importante à connaître. Et on va également, au-delà de faire une évaluation de la structure du larynx, évaluer sa fonction, notamment son abduction, c'est-à-dire son ouverture en phase inspiratoire, pour permettre le passage de l'air. Donc, je vous remets les images avec les différentes structures. Et donc, je progresse, entre guillemets, pour vous montrer différentes zones. Ici, on voit donc les cordes vocales avec les ventricules laryngés qui sont un tout petit peu éperéniés. Vous voyez différents types d'anatomie, parce que là, les processus cunéiformes, ils sont effectivement bien visualisables, bien différenciés de la zone précédente, par exemple ici, où ils sont fondus dans l'architecture du larynx. C'est essentiellement chez les chiens de très grande race qu'on voit ça. Et ici, les corniculés, le plafond, qui sont un petit peu proéminents parce qu'on s'en est approché et surtout parce qu'ils sont inflammatoires. Donc maintenant, pour l'abord de la trachée. Une fois qu'on a passé le larynx, donc l'objectif, c'est de faire une petite visualisation vers le bas, d'aller ventralement et d'avancer ensuite tout droit. Comme lorsqu'on intube, on est dans la trachée. On visualise tout d'abord dorsalement, comme son nom l'indique, la membrane trachéale dorsale. C'est cette structure qui est fibreuse et qui va en fait relier l'extrémité de chacun des anneaux trachéaux et qui va nous faire aboutir à la bifurcation trachéobronchique. L'objectif, c'est de confirmer que la muqueuse est homogène, qu'elle est rose pâle, et que la vascularisation sous muqueuse, elle est visible, uniquement visible. On est un peu comme sur une sclère, en périphérie d'une sclère, on voit quelques micro-vaisseaux, mais c'est tout. Donc ça, c'est un aspect classique de la trachée. Ensuite,
si on a, enfin, je vous en montre un autre, on peut avoir une visualisation un petit peu proéminente. On n'est pas encore au stade de l'inflammation. Et lorsqu'on arrive à la carène, donc la bifurcation trachéobronchique, on se rend compte que la membrane trachéale dorsale, cette zone fibreuse, elle continue et elle se divise ensuite dans chacune des bronches souches lobaires. L'abord des bronches est similaire. On va visualiser à chaque fois la dichotomie qui s'opère entre les différentes bronches et la bronche progénitrice et ses sous-bronches qui vont arriver juste après. Et maintenant, à l'aide de ces images-là, on va pouvoir essayer d'appréhender l'iconographie atypique. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un collapsus laryngé de grade 1. Un collapsus laryngé de grade 1, il est caractérisé par une proéminence anormale de l'empreinte des ventricules laryngés. Ça, c'est pas normal. En fait, sur les photographies normales que je vous ai montrées tout à l'heure, on avait des ventricules qui étaient fins, des cordes vocales qui étaient bien tendues. Et ici, ça n'est plus le cas. Les ventricules prennent un volume anormal et commencent à obstruer la rima glottis. Le collapsus laryngé ici est de grade 1 sur 3. Il est poursuivi, ce collapsus laryngé, par une aggravation de l'éversion des ventricules laryngés. Vous le voyez bien ici, ces ventricules, ils sont collés l'un à l'autre et ils sont effectivement très ballonisés. Et les cunéiformes au-dessus commencent à se toucher. Je reviens en arrière sur la photographie précédente. Les deux cunéiformes, ils étaient bien latéralisés, éloignés l'un de l'autre, un peu comme des personnes qui vont se tenir les mains écartées, alors que sur la photo suivante, les cunéiformes, ils ont eu tendance à se refermer, à se médialiser au point de se toucher. Là, on a la définition, lorsqu'on associe l'éversion des ventricules laryngés et la médialisation des processus cunéiformes, du collapsus laryngé de grade 2. Voilà. Et enfin, le collapsus laryngé de grade 3, c'est le plus grave. Il associe l'éversion des ventricules laryngés qu'on présume ici, non seulement la médialisation, mais le chevauchement des processus cunéiformes et l'affaissement total des processus corniculés, parce qu'en fait, ici, c'est le plafond du nasopharynx qu'on a, donc le larynx, il est totalement effondré, à l'image d'un château en carton qui va finir par tomber sur lui-même. Et ça, ce grade 3, c'est effectivement le grade le plus grave et qui doit nous préoccuper lorsqu'on le visualise, parce qu'en en période périopératoire, les choses peuvent être un petit peu dangereuses. Voilà. Ensuite, sur ce larynx, on peut visualiser pas mal d'autres choses. De l'inflammation caractérisée par des plages hyperignées, d'accord? Des petits granulomes, on voit des irrégularités sur les différentes zones des cartilages cunéiformes ici, et puis à l'intérieur du larynx. Alors ça, c'est lié en fait à des frottements anormaux. Le larynx, il ne dort certainement pas bien en abduction, et il reste un petit peu trop en fermeture, avec une rima glottis qu'on devine comme étant assez fine finalement et allongée. Et il y a des frottements qui s'opèrent à l'origine de petits granulomes inflammatoires. Alors après ça, maintenant, on aborde la trachée. Alors la trachée, le plus important, c'est de visualiser sa structure avec la présence ou l'absence d'un affaissement, comme c'est le cas ici, et ensuite l'aspect de la muqueuse, la présence ou l'absence d'une vascularisation sous-muqueuse proéminente et l'éventuelle hyperémie ou des éventuelles productions. Donc ici, on a un collapsus trachéal de grade 1 sur 4. Pourquoi? Parce qu'on a à peu près 0 à 25% de comblement en fait, de la lumière par la trachéomalacie engendrée. Et donc, il est de grade discret à modeste. Ici, on a un collapsus laryngé un peu plus conséquent puisqu'il s'étend entre 25 et 50% d'oblitération de la lumière. Donc, important de le signaler également. Le grade 3 sur 4 correspond à une oblitération plus conséquente allant de 50 à 75% de la lumière. Et le tout dernier grade, le grade 4, c'est quelque chose qui va entraîner un comblement de plus de 75% de la lumière. Ici, vous le voyez chez un chien qu'on a qu'on n'a même pas su intuber finalement, chez lequel on a mis une sonde nasotrachéale pour apporter assez d'oxygène parce que le collapsus ici était morbide. Et donc, ce classement est aussi important parce qu'il nous permet de savoir quelle est l'option thérapeutique qu'on peut éventuellement envisager, hygiénique ou interventionnelle. Et cette option va être également choisie en accord avec les visualisations qu'on va avoir après cette zone trachéale, donc je parle des bronches. Dans cette trachée, donc voici des images d'inflammation d'une trachéite avec des vaisseaux qui sont ici, cette fois-ci beaucoup plus denses et beaucoup plus présents. Là, à l'image de la sclère que je vous ai évoquée, on se rend compte que les vaisseaux sont plus conséquents. Donc ça, c'est une inflammation avec une trachéite classique. Et après avoir abordé la trachée, on va arriver aux bronches. Dans les bronches, je vous avais montré des images classiques avec cette saillie entre la bronche progénitrice et les bronches qui vont succéder.
L'aspect de la muqueuse est interprété de la même manière que celle de la trachée. Par contre, après, c'est la visualisation d'autres anomalies, telles que vous voyez ici, des productions. Donc lorsqu'on voit des productions de ce type, on serait tenté de se dire oh, bah, c'est du mucus, c'est du pus, il y a une pneumonie infectieuse. Alors pourquoi pas? Mais en fait, la visualisation de ce type d'image avec des remaniements, en fait, avec un aspect un peu irrégulier de la muqueuse bronchique, parfois on parle de muqueuse polypoïde lorsque c'est beaucoup plus grave, associée à des productions de mucus verdâtre, sont plutôt suggestives d'une bronchopneumopathie éosinophilique, donc allergique primitive ou parasitaire, dans de rares cas associés à d'autres phénomènes, mais qu'on n'évoquera pas ici. Donc c'est important d'avoir cette image en tête parce que ce n'est pas synonyme de pneumonie. Et là, c'est une indication formelle au lavage broncho-alvéolaire parce qu'il faut savoir au microscope ce qu'on a là-dedans et le cultiver pour savoir si on a une bactérie qui vient s'ajouter à notre problème. Donc là, je vous en mets une autre avec effectivement l'aspect polypoïde de la muqueuse, l'aspect irrégulier et les sécrétions bronchiques associées, en sachant que ça se rencontre plutôt chez des chiens qui vont avoir 3, 4, 5, 6 ans. Donc pas des chiens très vieux. Hein. Donc ça peut être aussi intéressant de coupler finalement ces données aux données d'anamnèse. Alors là, ça aurait été intéressant de vous faire un petit questionnaire pour vous demander si vous appréhendez la zone où on est situé. Donc ça, c'est une image que j'aime bien montrer à différentes personnes parce qu'en fait, c'est une image vraiment atypique. On a parlé de la base de la langue, des amygdales, on a parlé du larynx, de la trachée, des bronches, et là, on est dans une zone atypique, mais qu'il est important d'explorer à l'endoscopie courbe respiratoire. En fait, ce sont les couanes. Tout à l'heure, je vous ai parlé du positionnement sur la base de la langue ou la base de l'épiglotte permettant de visualiser le plafond nasopharyngé, le vol du palais et le larynx. Et en fait, à travers ce plafond nasopharyngé, on peut poursuivre notre exploration en faisant ce qu'on appelle une rhinoscopie rétrograde. Donc, on en parlera dans le webinaire suivant et je vous poserai éventuellement quelques questions à ce sujet. Et donc ensuite, le lavage broncho-alvéolaire. Donc, le lavage, c'est une procédure dédiée, exclusivement réservée, en tout cas quasi exclusivement réservée aux animaux qui vont présenter une bronchopneumopathie, donc atteinte prédominante des bronches, des bronchioles, éventuellement de l'espace alvéolaire, confirmée à la radiographie et à l'endoscopie, parce que si on peut faire l'endoscopie préalablement, c'est super. Donc, elle va explorer les atteintes endoliminales, les atteintes pariétales, telles que les atteintes des bronches, des bronchioles et de l'espace alvéolaire, sachant que les atteintes parenchymateuses peuvent quand même être diagnostiquées, parce que parfois le continuum entre le parenchyme, l'interstitium donc, et les alvéoles, la paroi alvéolaire, peut permettre la diffusion de certaines cellules inflammatoires infectieuses ou tumorales dans l'espace alvéolaire, et cet espace alvéolaire est quand même susceptible d'être échantillonné par le lavage. C'est une procédure qui est très courte, le lavage broncho-alvéolaire. On a préalablement préoxygéné le patient, vérifié que sa saturation en oxygène était correcte, et on a idéalement intubé avant de réaliser la procédure. Le matériel, c'est soit un piège fixé sur une pompe d'aspiration qui permet une aspiration homogène, de se désolidariser finalement de cette nécessité d'aspirer soi-même à la main et de se concentrer sur la procédure, soit une aspiration directement à la seringue à travers le canal opérateur qui aura été convenablement stérilisé. Et ensuite, on prépare des tubes pour l'échantillonnage, des tubes EDTA pour la cytologie et les PCR, et des tubes secs pour la culture bactériologique, ou voire des tubes à milieu de culture. Donc, je vous remets tout ça. Ça, c'est important d'avoir ce matériel déjà prêt avant de commencer. C'est pareil, si on décide de faire un lavage broncho-alvéolaire qui doit normalement durer aussi peu de temps qu'une minute 30, donc 90 secondes, si on passe le triple à préparer notre matériel, en fait, on perd en potentiel de prise en charge, on perd en bénéfice pour le patient et on prend des risques. Et le piège à liquide lavage broncho-alvéolaire que vous voyez sur cette photo, c'est aussi idéal pour homogénéiser la procédure. Il faut s'avancer de manière maximale. On va avec notre endoscope jusqu'au bout d'une zone qu'on peut explorer. Donc on choisit une zone d'intérêt, bien entendu. S'il y a différentes zones à explorer, on va faire cette étude préalablement durant l'examen endoscopique pour choisir la plage la plus intéressante. Et une fois qu'on est au maximum embuté sur une paroi ou sur une lumière, on décide de fixer notre endoscope de manière à ne plus le bouger en ayant en face de nous la lumière qu'on aimerait aller explorer. On utilise un soluté stérile, idéalement du chlorure de sodium tiédi, à 2 ml kg. Ça veut dire qu'on va préparer ces seringues à l'avance selon le gabarit du patient. On va faire une aspiration manuelle
ou via la pompe selon les modalités qu'on a choisies. Et on sait que le rendement n'est pas de 100%, ou alors s'il l'est, c'est qu'on est vraiment très fort. Et en règle générale, il doit être supérieur à 20 à 40% pour estimer qu'on a un liquide qui peut être exploitable et qui peut être envoyé au laboratoire. Quoi qu'il en soit, garantir ici une anesthésie légère a éventuellement un avantage, c'est que si le patient est en train de réagir à la procédure, il peut éventuellement expectorer et donc nous fournir un échantillon enrichi en cellules qui va être sujet à une meilleure qualité d'analyse. Ensuite, chez le chat, on peut retenir aussi qu'il peut être idéal de faire 2 sites, notamment lorsqu'on suspecte un asthme, une bronchopneumopathie atypique. Donc, première chose à faire avec le liquide de lavage broncho-alvéolaire, c'est de l'évaluer macroscopiquement. Vous voyez qu'on a 3 liquides totalement différents l'un de l'autre. À gauche, un liquide séro-hémorragique. Au centre, un liquide séreux un petit peu turbide. Et à droite, un liquide complètement purulent. Le dernier, c'est un liquide lié à une pneumonie infectieuse, probablement secondaire à une aspiration au départ. Donc, le grand problème, et c'est ça dont il faut parler au propriétaire, c'est les complications. Dites-le toujours au propriétaire. Si vous devez envisager une endoscopie respiratoire de surcroît chez un chat, le risque de décès existe. Vraiment, le risque de décès est présent durant toute la procédure. Parce que le chat peut, compte tenu de son bronchospasme, présenter une hypoxie, peut également présenter, durant la procédure, une toux paroxystique, et notamment lorsque c'est un asthmatique, un risque de pneumothorax spontané. Et c'est la raison pour laquelle il faut envisager préalablement d'utiliser des molécules pour l'oxygénation. Donc, déjà garantir une bonne sédation avec du butorphanol pour éviter la détresse respiratoire, utiliser des bronchodilatateurs tels que le salbutamol, comme vous le voyez sur cette photographie, avant la réalisation du lavage broncho-alvéolaire. Et l'objectif de tout ça, c'est de garantir un examen sécuritaire de façon à éviter les complications ou du moins de réduire ces risques. Donc, après avoir présenté la réalisation de l'examen et du lavage broncho-alvéolaire, on va conclure. Donc, on revient sur les grandes bases. La trachéobronchoscopie est un examen qui est indiqué pour l'exploration des voies respiratoires supérieures, qui doit être réalisé après sécurisation, sous anesthésie, et on doit toujours préparer la procédure, le matériel et le malade avant d'induire pour faire l'examen, de façon à accélérer cet examen. On doit également, suite à cette endoscopie, connaître les principales anomalies qu'on pourrait visualiser, telles que les anomalies de structure du larynx, les anomalies de fonction, les collapsus, connaître aussi les aspects normaux et anormaux de la trachée, normaux et anormaux des bronches, connaître les indications au prélèvement, comment sécuriser ces prélèvements, et notamment le lavage broncho-alvéolaire en prévenant les propriétaires des risques et des complications associées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, on va pouvoir les aborder ensemble. Alors, merci, docteur Bouzora, donc de votre présentation. Voici une première question. Concernant le piège à aspiration, augmente-t-il le rendement et où se fournir? Alors, au niveau du rendement, première chose, c'est pas prouvé que ça augmente le rendement. La seule chose qui a été étudiée dans certaines publications, c'est la qualité du liquide récolté, notamment pour l'analyse cytologique. Le fait d'avoir une pompe en fait, qui entretient une pression négative constante, c'est un peu différent d'avoir un opérateur qui va tirer sur un piston d'une seringue et donc ça garantit une préservation des cellules qui ne sont pas aspirées, qui ne sont pas finalement endommagées durant le prélèvement. Donc, ça améliore la qualité, mais pas le rendement, et donc pas la quantité de liquide. En tout cas, ça n'a pas été prouvé. Où se fournir? Alors, en centrale d'achat, il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, Alcyon peut fournir ce type de piège. Sinon, après, il faut se rapprocher éventuellement d'une pharmacie humaine, qui peut éventuellement commander. Alors, sinon, moi, j'ai un site. Alors, après, c'est de la pub un peu, c'est un peu délicat. Je serais ravi de répondre par mail éventuellement, parce que voilà, ça peut prêter à conflit d'intérêt. Mais effectivement, on peut commander sinon sur un site de médecine humaine, tout comme certaines sondes. Mais je serais ravi voilà, d'y répondre par mail éventuellement si il est totalement possible de communiquer mes coordonnées à la personne qui a posé la question. Ou à l'inverse, je vous communiquerai les coordonnées du docteur Rigaud et je vous laisserai échanger. Voilà. Super. Alors, oui, alors une autre question, pardon. Quelle est la durée moyenne pour un lavage broncho-alvéolaire?
Oui, alors, comme je l'avais mis dans le diaporama, c'est environ 1 minute 30, hein, c'est super court. Alors, à l'école vétérinaire, ce qu'on s'efforce de faire, c'est qu'il y a un opérateur qui compte pendant qu'on commence la procédure. Donc, du moment où l'animal est extubé et qu'on va repénétrer pour instiller les fluides, et l'objectif, c'est que cette personne nous signale à 45 secondes quand on y arrive, parce que c'est la moitié du temps, et à 90 secondes, parce que c'est le moment où il faut sortir et réintuber. Donc, c'est vraiment très, très court. Merci. Qu'en est-il de réaliser des pressions sur le thorax pour mélanger au mieux les cellules dans le LBA? Alors, je dirais que les caractéristiques rhéologiques du liquide font que il y a peu de chances que ce soit pertinent. Alors, pour le rendement, je parle, hein. En faisant ça, on ne va pas augmenter le rendement. Maintenant, la qualité, peut-être qu'en créant des petits traumatismes, des frictions, alors ce sera intéressant de l'étudier. Par contre, il y a deux éléments qui me font être un petit peu réfractaire à cette pratique. Premièrement, on a souvent des patients qui sont on va dire, patients à risque, hein, donc on est déjà en train de faire un acte qui est un peu dangereux et pour lequel il faut beaucoup de précautions. Sur un patient, réaliser des mouvements assez rapides, ça peut prédisposer aussi au risque de reflux éventuellement. On a parlé du risque de bronchopneumonie par inspiration. Et surtout, vous prenez conscience que la lumière doit être en face de votre endoscope et idéalement, il y a des tout petits mouvements à faire avec notre endoscope pour récolter les fluides. C'est déjà très méticuleux parce qu'on parle de mouvements de l'ordre du millimètre. Donc, si on applique en plus des mouvements à la cage thoracique, je pense que ces mouvements pour le prélèvement, ils sont complètement perdus. C'est un peu comme si je vous demandais d'écrire sur le dos de quelqu'un qui est en train de danser. Donc, c'est complexe et je dirais que je n'aurais pas tendance à imaginer que ce soit d'une utilité majeure. Ok. Alors, autre question, comment éviter la contamination donc, du LBA par des germes oropharyngés? Ouais, donc ça c'est assez commun que le laboratoire rende une analyse, soit avec une bactérie étrange dont on n'a jamais entendu parler. Souvent c'est des porphyromonas, des choses qui traînent sur la plaque dentaire, ou alors avec toujours la même bactérie. C'est-à-dire que quand on va faire notre lavage broncho-alvéolaire, pendant 5 lavages de suite, sur 5 patients différents, on a toujours la même bactérie. Donc là, la première option, c'est de se dire qu'il y a une bactérie qui vient du fond de gorge et qu'a priori c'est issu d'une contamination. La deuxième option, c'est de se dire qu'on a contaminé notre endoscope et que malgré les bonnes méthodes de désinfection et de stérilisation, il y a quelque chose qui persiste et qui mérite de s'y intéresser. Donc, parenthèse fermée, je reviens à la question sur éviter les contaminations. La première option, c'est sur des animaux de très grand gabarit d'opérer avec un vidéobronchoscope de petit diamètre au travers de la sonde d'intubation. Donc, si on a des chiens de plus de 20 kg, ils sont intubés avec des sondes de gros calibre, 9, 10, 11. À ce moment-là, on peut passer dans la sonde avec un vidéobronchoscope de petit diamètre, dès lors qu'ils sont de 5, 6, 7 cm. 7 mm. Par contre, sur les petits animaux, ça devient compliqué. Donc là, l'idée, c'est que comme la cavité orale est petite, si notre aide à l'opération nous permet de dégager le larynx avec la langue, on doit vraiment s'attacher, en positionnant notre main sur la table, à fixer l'entrée du larynx sans que l'extrémité de l'endoscope ne touche autre chose que l'extrémité du larynx. Donc c'est super important. L'objectif, c'est de ne pas toucher la muqueuse de la cavité orale et on réduira significativement les risques de contamination ainsi. Voilà. Quel protocole anesthésique privilégié pour la laryngoscopie? Oui, donc comme je l'avais dit, on n'utilise pas de diazépam, donc pas de Valium. En fait, le problème, c'est que ça va entraîner une perturbation de la fonctionnalité laryngée, donc de son abduction. Et on ne sera pas capable de savoir si le larynx ne bouge pas, si c'est dû à notre protocole anesthésique ou à une maladie chez le chien. Donc en général, on utilise du butorphanol en sédation préalable. On sait que parfois, on a quand même besoin de quelque chose en plus. Donc, il n'est pas impossible d'utiliser de la médétomidine. Ce n'est pas un problème majeur. Et à ce moment-là, après, on va induire soit avec de la kétamine, soit avec du propofol, dans l'objectif, par contre, de créer la narcose et de pouvoir aller plus loin dans notre examen. Donc, on proscrit le diazépam. Alors, pour les questions, je pense que, enfin, je n'en vois pas d'autres. N'hésitez pas encore, hein, si on a quelques minutes devant nous. Je vais juste, si vous le permettez, reprendre la main, voilà, comme ceci.
pour vous remercier encore une fois de votre présentation, vous remercier de votre participation à toutes et tous et vous indiquer bien, que l'on se retrouve le 9 décembre prochain donc, pour parler application d'endoscopie rigide. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tous nos webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. À l'issue du webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir un petit questionnaire. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques, toutes vos observations, et à nous poser d'autres questions, si vous en avez, qui viennent après coup. On y répondra, soit le 9 décembre prochain, soit par mail ou par téléphone. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci de votre intervention, docteur Bouzoura, et à très bientôt. Voilà, merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.